Amis de la Formule 1, Mercedes semblerait commettre la deuxième infraction de la saison. On a déjà parlé du rapport de compression, mais aujourd'hui, il faut parler de quelque chose d'encore plus retentissant qui concerne l'aérodynamique active. Quelqu'un a remarqué que l'aileron avant et l'aileron arrière de la W17 se ferment à des moments différents. En particulier, l'aileron avant met plus de temps à se fermer dans certains virages que dans d'autres. On sait que selon le règlement, à l'article C 3.10.10, la transition doit s'effectuer en 400 millisecondes maximum, mais il semblerait que l'aileron avant de la Mercedes atteigne parfois jusqu'à 800 millisecondes. Restez avec moi parce que cette analyse est absolument fondamentale. En Chine, quelqu'un a remarqué quelque chose de très intéressant sur la Mercedes. L'aileron avant de la W17, lors de certains freinages, pas tous, semblait se fermer à des vitesses différentes. Le premier mouvement était fluide, presque doux, mais quand l'élément revenait en position finale, le retour semblait moins uniforme, plus lent et progressif. Sur certains virages, la fermeture paraissait nettement plus graduelle que sur d'autres. Une vidéo circulant sur X génère beaucoup de débats dans le paddock. Dans le clip de gauche, le flap de l'aileron avant et celui de l'arrière se ferment pratiquement en même temps, tandis que dans celui de droite, le flap avant se ferme bien plus lentement que celui de l'arrière. Le comportement est assez évident, même à l'œil nu. Il existe aussi une autre vidéo encore plus intéressante, prise en qualification. En phase de freinage, l'aileron avant se ferme en deux étapes distinctes. D'abord seulement partiellement, puis dans un second temps seulement, il atteint la verticalité maximale typique du mode virage. Ce comportement, selon de nombreux observateurs, ne serait pas permis car le mouvement de l'aileron semblerait dépasser les 400 millisecondes réglementaires. La question que beaucoup se sont posées est simple. Pourquoi cette différence aussi évidente? La première réponse est d'ordre purement technique et concerne la charge aérodynamique sur l'actuateur. À vitesse élevée, la pression de l'air qui pousse contre le flap est considérablement plus forte que quand la voiture est arrêtée au garage. Si l'actuateur est hydraulique, plus de charge aérodynamique signifie plus de pression à vaincre pour déplacer le flap. En théorie, un tel système pourrait se comporter différemment sous charge dynamique par rapport à un test statique. Et le test statique de la FIA se fait précisément quand la voiture est immobile. Il existe donc une interprétation ingénieriale très subtile. Si le système a été conçu de façon à ce que sa vitesse de fermeture varie en fonction de la charge aérodynamique, et si la norme des 400 millisecondes est pensée pour des conditions statiques, on entre dans une zone grise réglementaire très intéressante. Dans ce cas, on ne parlerait pas d'infraction, mais d'ingénierie brillante, quelque chose que la FIA devra néanmoins clarifier au plus vite. Mais la deuxième hypothèse est plus fascinante, et c'est là qu'on met directement Mercedes en cause. Que se passe-t-il si le décalage de l'aileron avant n'est pas un défaut, mais un choix stratégique délibéré? Pensez-y. Quand l'aileron arrière se ferme avant l'avant, le centre de pression se déplace vers le train arrière. Et sur la Mercedes 2026, le train arrière est également le siège de la régénération d'énergie. Le MGUK travaille précisément sur l'axe arrière. Charger l'arrière en freinage permet de récupérer plus d'énergie sans perdre la stabilité avant de déplacer progressivement l'équilibre vers le centre de la voiture au fur et à mesure que l'aileron avant complète sa fermeture. On se trouve dans un scénario où ce qui pourrait sembler être une anomalie devient en réalité un outil d'optimisation de la récupération énergétique. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une logique cohérente. Cela expliquerait parfaitement pourquoi Mercedes dispose de plus d'énergie que Ferrari tout au long du tour. En ayant plus de charge sur l'arrière pendant les freinages, elle récupère davantage via le MGUK et peut l'utiliser sur le reste du tour. Un épisode précis illustre à quel point la synchronisation est critique, le tête-à-queue de Hamilton lors des essais libres en Chine. Dans ce cas, on a eu le mécanisme inverse sur la Ferrari avec l'aileron Macarena. L'aileron arrière Ferrari effectue une rotation de 270 degrés et était encore en mouvement, tandis que l'avant avait déjà complété sa fermeture. Résultat, toute la charge s'est concentrée sur le train avant à un moment où l'arrière était encore déchargé. Cela a provoqué un moment d'instabilité au freinage et le tête-à-queue d'Hamilton. C'est la démonstration concrète de l'importance critique de la synchronisation entre les deux ailerons. Quand elle fonctionne, on peut l'utiliser à son avantage. Quand elle ne fonctionne pas, la voiture vous échappe. Il y a un point important à clarifier.
Le règlement ne stipule pas explicitement qu'une synchronisation entre l'aileron avant et l'aileron arrière est requise. La simultanéité n'est pas exigée, précisément parce que c'est traité comme une évidence. Les pilotes la veulent pour éviter l'instabilité aérodynamique. En revanche, le temps de transition maximum entre le mode ligne droite et le mode virage doit être de 400 millisecondes. Ce n'est pas une recommandation, c'est une contrainte précise enregistrée par la boîte électronique. Et si Mercedes dépasse ce délai sur certains virages, elle est hors règlement. Il y a aussi un autre aspect important. À la page C36 du règlement technique, il est écrit que le flap primaire et le flap secondaire de l'aileron avant ne peuvent avoir que 2 positions définies. Cela signifie que si le mouvement se produit de façon continue, avec des déplacements progressifs à plusieurs étapes intermédiaires, les positions seraient infinies et donc hors règlement. Les mouvements des ailerons sont contrôlés par la FIA via des boîtiers électroniques qui communiquent en temps réel avec la salle des commissaires. Si quelque chose d'irrégulier se produisait, une alerte automatique devrait se déclencher au niveau électronique. Si cette théorie est correcte, Mercedes bénéficierait de 2 avantages énormes. Premier avantage, la récupération d'énergie. En déplaçant l'équilibre et le centre de pression vers l'axe arrière, elle récupère plus d'énergie avec le MGUK, ce qui explique pourquoi elle dispose de plus d'énergie pendant le tour. Deuxième avantage, l'aérodynamique. En fermant l'aileron plus progressivement, elle parvient à aborder les virages avec plus de vitesse, à être plus agressive dans les courbes rapides et à mieux gérer les freinages moins brutaux. De cette façon, elle contrôle elle-même la charge qu'elle souhaite avoir à l'avant selon chaque virage. En somme, Mercedes aurait détourné l'attention médiatique vers le rapport de compression 16:1 pendant qu'elle exploite silencieusement cet artifice aérodynamique. Il y aurait donc 2 infractions potentielles. La première, sur le rapport de compression, est désormais considérée comme quasi certaine. On sait que le moteur Mercedes dépasse de fait les limites réglementaires. La seconde est encore à l'état d'analyse, mais elle aussi semblerait effective et touche 2 domaines clés de cette saison: l'aérodynamique active et la récupération d'énergie. La situation est très sérieuse. Mercedes domine avec une voiture qui pourrait être irrégulière sur plusieurs fronts. La FIA dispose des outils pour tout vérifier via les boîtiers de bord et les contrôles manuels. Ferrari, de son côté, travaille sur l'aileron Macarena pour réduire son temps de fermeture et rester dans les limites réglementaires. Si Maranello fait l'effort de respecter les règles, pourquoi Mercedes devrait avoir la liberté de les dépasser? La question doit être approfondie de façon décisive et rapide, et c'est précisément là que réside toute la gravité de ce qui est en train de se passer. On ne parle plus d'un seul avantage isolé qu'on pourrait attribuer à un meilleur travail d'ingénierie. On parle de 2 zones grises potentielles qui, combinées, pourraient expliquer l'essentiel de la domination de Mercedes depuis le début de la saison. Le rapport de compression qui offre une puissance brute supplémentaire dans les lignes droites et une fermeture d'aileron potentiellement hors norme, qui optimise à la fois la récupération d'énergie et la charge aérodynamique en entrée de virage. Si les 2 sont confirmés, l'avantage de la W17 n'aurait rien à voir avec une supériorité technique légitime, et la FIA ne pourrait plus rester silencieuse. Ferrari attend des réponses, et le paddock entier aussi. Les prochaines semaines seront déterminantes. Si la FIA confirme l'une ou l'autre de ces irrégularités, c'est toute la hiérarchie du championnat 2026 qui pourrait être remise en question, et Maranello, qui travaille dans les règles, sera en première ligne pour en bénéficier.